savez ce qui est dingue avec la WWE? C'est que quand ils donnent du temps aux catcheurs, quand ils leur donnent 15, 20, 22 minutes pour faire des vrais matchs, bizarrement, la qualité est au rendez-vous. Et ce Backlash 2026 en est la preuve parfaite. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap complet de WWE Backlash 2026, depuis Tampa en Floride, diffusé sur Netflix. Alors je vais vous donner ma note pour chacun des matchs, on parle de ce qui a marché, de ce qui a moins marché, et on fait un bilan global du show. C'est parti. Premier PLE de la WWE depuis WrestleMania 42. 5 matchs au total. Le show dure 2h40 environ. C'est pas un marathon, mais le public de Tampa, il ne s'est pas endormi une seule seconde. Allez, on y va match par match. On ouvre le show avec Seth freaking Rollins, qui arrive avec le masque de Bane, comme toujours incroyable sur le plan des tenues, face à Bron Breakker, accompagné de Paul Heyman. 22-23 minutes de match. Et c'est l'un de mes matchs préférés depuis le début de l'année. Franchement, 4,5 sur 5. Ce que j'aime dans ce match, c'est qu'il n'y a pas une seule seconde de perdu. Pas de round d'observation, on se jette directement dans le vif du sujet des deux côtés. J'ai ressenti de l'intensité. Je vois deux hommes qui transpirent, qui se donnent à 2000%. Des fois, on voit des matchs techniques où ça a l'air facile. Là, c'est pas facile. On sent que c'est dur, qu'on en chie, mais qu'est-ce que c'est bon. Une petite nuance quand même. Bron Breakker, il est plus soft dans ses coups directs que Seth Rollins. Bah, il a pas ce côté... Tu vois. Mais il compense par des prises. Oh là là, et ces prises sont d'une violence et impressionnante aussi. Hein. Le clothesline à l'extérieur sur la table des commentateurs. Impressionnant. Le moment le plus parlant du match, la transition loupée sur le pedigree de Rollins. On voit Rollins aller direct à la tête. Ah, il sent que quelque chose s'est mal passé. Et Breakker réagit immédiatement avec un standing moonsault incroyable. Il vole littéralement. La foule, qui était un peu perplexe, hein, elle oublie instantanément ce qui venait de se passer. C'est ça, les grands catcheurs. Pas zéro erreur, mais une récup parfaite. La Vision tente d'intervenir. Paul Heyman, il distrait l'arbitre. Logan Paul et Austin Theory, ils débarquent. Et Rollins, il les repousse à coups de chaise. Puis il commence à courser Logan Paul. Et puis il se fait surprendre à son retour par un spear de Breakker qui l'intercepte en plein mouvement. Enchaîné, deuxième, 1, 2, 3, pouf. Ce que j'aime, c'est que Breakker, il gagne pas grâce à la Vision. Ça l'aide. Il y a eu un 2,99 après l'intervention. Rollins y revient, c'est Breakker qui conclut proprement. C'est pas une victoire 100% clean, mais c'est une victoire méritée. Bron Breakker avait plus besoin de cette victoire que Rollins. Et vu la qualité de ce premier match, je veux bien le deuxième, voire le troisième. Franchement, c'est l'un des meilleurs openers que j'ai vu cette année. On enchaîne avec le championnat des États-Unis. Trick Williams défend son titre face à Sami Zayn. Avec Lil Yachty là, dans le coin du champion. 13 minutes de match. Franchement, je le note 3,5 sur 5. Avant qu'on me dise, ouais c'est moyen, non. 3,5 c'est une excellente note. J'ai passé un très bon moment. Ce match est meilleur que leur match à WrestleMania. Pourquoi? À WrestleMania, ils avaient moins de 10 minutes. Hein. Là, on leur a donné 13 minutes. Franchement, 3-4 minutes de plus, dans un match comme ça, bah, ça change tout. Ça peut passer de bien à très bien. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Franchement, le point central de ce match, Sami Zayn, qui se comporte comme une vraie grosse tout au long du combat. Il n'y a plus aucun doute, c'est son heel turn. Il tente de balancer un escalier sur Lil Yachty et Williams. Il fait une blessure au genou pour tenter un roll-up. Tu le vois venir. Pourtant, t'espères un peu que ça marche pour lui. Parce que c'est Zayn. Et les coups de kendo stick. Les coups de kendo stick qu'il place au niveau du cou et du trapèze de Williams. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des kendo sticks aussi bien portés. La foule, elle réagit fort. En plus, à cet endroit du corps, c'est violent. Et Zayn, eh ben, il le vend parfaitement. Il fait même un DDT sur l'escalier. Il fait vraiment tout pour gagner ce titre. Le finish.
Zayn simule la blessure au genou, il attire Williams dans le piège, puis Yachi parle à l'arbitre, pendant que Zayn frappe Williams avec le kendo stick. Zayn enchaîne avec un Blue Thunder Bomb. Plus tard, Yachi intervient et prend un low kick de Zayn à l'extérieur. Williams profite que Zayn soit sorti du ring et à son retour, il esquive le elbow kick et place son trick shot. 1, 2, 3, Williams conserve son titre. Le head turn de Sami Zayn, il est acté à 100% et honnêtement, je suis ok. Un Sami Zayn, il, dans un style vétéran, calculateur, malicieux, je signe. La suite s'annonce sympa, ça fera du bien. Bon, c'est le moment de parler du match le plus clivant de la soirée. Et je vais être honnête, moi, je suis resté neutre. Ça m'a pas déplu, ça m'a pas emballé. 2,5. Note moyenne. Pas pire, pas mieux. Je vais pas cracher dessus parce que les 4 ils ont vraiment bien bossé. Kit Wilson, il prend des bumps à droite, à gauche, lunaire par moment. Et il le fait bien, même très bien. Le Miz, il vend nickel. C'est le Miz. Danhausen, dans son rôle, il est parfait. Le coup du clonage avec plusieurs mini-Hausen qui sortent de la machine. Ok, c'était marrant, de manière complètement objective. Hein. Mon problème, c'est pas le catch, c'est pas les catcheurs, c'est le contexte. Sur un show de 7 à 8 matchs, un segment comédie, je signe. Sur une carte de 5 matchs, où chaque match compte, j'ai du mal à laisser passer 12-13 minutes pour de la comédie pure. Et surtout après 2 matchs excellents qui avaient mis un rythme de feu. J'avais besoin de continuer sur cette lancée. Donc le problème, c'est pas Danhausen, c'est vraiment le format et le placement dans le show. Après, l'humour, c'est tellement subjectif. Ah, j'ai vu sur les réseaux que c'était vraiment clivant. Soit on a adoré, soit on a détesté, ou alors t'as moi. C'est cool, c'est là, ça aurait pas été là, c'était pas mal. Ça change rien. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Au final, Danhausen et Mini-Hausen gagnent. Premier PLE, première victoire pour Danhausen. Pour lui et son personnage. Franchement, c'est bien. Et là, on entre dans autre chose. Io Sky contre Asuka. 16 minutes, 4,5. Peut-être mon match préféré du show, à égalité avec Breaker Rollins. Et le fait que mes attentes étaient très hautes et que je n'ai pas été déçu, c'est ce qui rend ce match exceptionnel. Déjà, on peut le dire maintenant, ce match n'aurait pas été ce match à WrestleMania. À WrestleMania nuit 1, avec la densité de la carte, il aurait eu quoi? 8, 9 minutes maximum. Là, on leur a donné 16 minutes. Et franchement, on voit la différence. C'est une construction plus lente que les premiers matchs. Il y a un vrai round d'observation qui va prendre l'avantage techniquement. Au début, le public chante « We want Carrie ». Et j'avais peur que ça parasite le match. Mais non, plus la tension monte, plus le rythme augmente, plus le public s'investit. Et les deux femmes sont techniquement parfaites. Ce que j'ai adoré, Asuka qui passe constamment en prise de soumission. Armbar, crossface, pour stopper l'élan de Io à chaque fois qu'elle prend l'avantage. C'est du catch intelligent. Du catch qui raconte une histoire. Et la montée en puissance des coups au fil du match. Les kicks d'Asuka dans le torse. Dans la tête de Io. On ressent l'impact. C'est du kick à la japonaise comme on aime. Le grand moment du match. Les deux sont sur la table des commentateurs. Asuka sort son mist. Et là, Io avait tout prévu ou pas? Elle attrape un genre de bloc-notes sur le bureau de Wade Barrett. Et elle le met devant son visage pour bloquer le mist. On le voit pas venir. Et c'est super bien réalisé. Asuka est perturbée, Io en profite, la ramène sur le ring, place un run ennemi, monte au coin et moonsault. Tombé, 1, 2, 3, Io Sky gagne. Et l'après-match, Io Sky attend qu'Asuka se relève. Les deux se font un câlin, Asuka en larmes, elle brise complètement son personnage de heel. Et Io a posté après le show, merci Asuka-san, nous t'aimons. Une phrase qui dit tout. Est-ce que c'était un au revoir? Pour l'instant, personne n'a confirmé quoi que ce soit. Moi j'espère que c'est juste une marque de respect et qu'Asuka va tourner babyface. Parce que l'information importante de ce match, c'est qu'Asuka, à 40 ans passés, est encore au niveau. Face à la meilleure catcheuse du monde, elle a montré qu'elle est encore là. Et c'est beau. John Cena arrive sur le ring juste avant le main event. Promo excellente. C'est du Cena, on sait que c'est le GOAT au micro. Et son annonce est une vraie surprise.
Parce qu'on attendait une annonce sur le club WWE et c'est finalement tout autre chose. Il annonce le John Cena Classic. Un nouvel événement mélangeant les stars du présent avec les futures superstars de NXT. Un nouveau championnat. Et le champion sera désigné par un vote des fans. L'audience choisit les participants du tournoi et le champion. Il rappelle l'inspiration Saturday Night Main Event de décembre, Sol Ruka, Jewan Evans, Obafemi face aux vétérans. Ça avait cartonné. Il veut reproduire ça en plus grand. L'idée sur le papier, elle est bonne. Franchement, le concept de mélanger NXT et le main roster dans un tournoi avec en jeu, ouais, je signe dès demain. Maintenant, le vote des fans, c'est dangereux. Ça peut être très dangereux. Si c'est les fans sur les réseaux qui votent, on peut se retrouver avec des trolls. Ou alors, les fanbases les plus mobilisés gagnent automatiquement. Je ne sais pas comment ils vont cadrer tout ça. Après, il y a toujours une question à se poser. Ce titre servira-t-il à quelque chose? Aura-t-il de vrais enjeux? Ou sera-t-il l'équivalent en ceinture du trophée à l'honneur d'André le Géant? La question se pose. A voir aussi si c'est un show à part entière ou un thème intégré à un show existant. Aucune date n'a été communiquée pour l'instant. Mais une promo de John Cena de 10 minutes à Backlash, moi ça me fait toujours plaisir. Et l'annonce m'a surprise positivement. Main Event, Roman Reigns défend le World Heavyweight Championship face à Jacob Fatu. 15-16 minutes, ma note 4 sur 5. Et ce match ne ressemble à aucun match habituel de Roman Reigns. Et c'est exactement pour ça que j'ai aimé. Les matchs de Reigns durent en général plus de 20 minutes, avec un rythme lent, calculé. Là, c'est plus court et le rythme est direct, rapide. On sent un Reigns qui transpire, qui se donne à 100% pour mettre Fatu en valeur. Et Fatu, il est au niveau. Mon seul vrai problème avec ce match, en début de match, Reigns travaille intelligemment la main de Fatu pour l'empêcher de placer son Tongan Death Grip. C'est malin, c'est du catch pensé. Et puis, il arrête. Et Fatu ne vend plus sa main. Et plus du tout pendant tout le reste du match. C'est un travail de 5-6 minutes qui n'a servi à rien. C'est mon seul reproche. Mais tout le reste fonctionne. Le match est simple, efficace. Pop-up Samoan Drop, Superman Punch, Moonsault de Fatu. C'est pas un chef-d'œuvre techniquement, mais c'est bien fait et ça marche. Le public de Tampa est électrique de A à Z. Et la deuxième partie du match part sur les échanges de finishers et les 2,99 qu'on aime dans les main events. Le finish, Fatu applique son Tongan Death Grip, Reigns s'évanouit presque, il cherche quelque chose à s'agripper et arrache le coussin protecteur d'un coin, repousse Fatu dans l'acier exposé, les doigts dans les yeux en plus, puis spire, 1, 2, 3. Et ce que j'aime dans cette fin, ça montre le vrai Roman Reigns. Pas un babyface, pas quelqu'un qui a changé. Un sale petit capable de tout pour conserver son titre. On avait un peu perdu ça, parce que les interventions des Usos masquaient tout ça. Il masquait sa vraie nature. Ce soir, il triche lui-même, et c'est tant mieux. C'est du Roman Reigns. Et l'après-match, Fatu se relève rapidement, Reigns est épuisé au sol, Fatu réapplique le Tongan Death Grip sur le champion. Et le show se termine avec Fatu qui célèbre dans le ring avec le titre entre les mains. C'est l'image finale de Backlash 2026. Reigns a le titre, Fatu a le momentum, la story est loin d'être terminée. Clash in Italy le 31 mai, Roman Reigns a été annoncé pour ce show. Si on a un rematch avec stipulation, moi je dis oui. Bilan de Backlash 2026. Franchement, 7,5 sur 10 pour moi. Je voulais aller sur 8, mais le segment Danhausen m'a sorti du rythme du show, donc je vais pas lui mettre 8. Cela dit, je comprends totalement que certains soient sur du 8, 8,5, voire d'autres sur du 7, s'ils n'ont pas aimé ce passage. Globalement, c'est un bon show. Ce que Backlash prouve, c'est qu'on a remis l'église au centre du village. Le catch est la priorité. Le catch est la base. Quand on donne du temps aux catcheurs, la qualité est au rendez-vous. C'est simple, efficace. Ce show a le meilleur roster de ces 20 dernières années selon moi. Et on le voit dans chaque division, dans chaque match ce soir. Que ce soit les femmes, les poids lourds, les champions, on a de tout. Et la grande force du booking de ce show, c'est que chaque match a une physionomie différente. Pas deux matchs qui se ressemblent. C'est malin.
Point positif, Breaker en route vers le titre principal. Fatou plus fort en défaite. Yoskai vers la division féminine. Zayn en heel turn à 100% acté. Asuka toujours au niveau à 40 ans passés. Danielson qui gagne son premier PLE. Point discutable, le vote du John Cena classique. Belle idée, risque de réel trolling. La question qui reste, Asuka, est-ce qu'on va la revoir? Voilà pour ce récap de Backlash 2026. Dites-moi en commentaire votre match préféré du show et votre note globale. Je suis curieux de voir si vous êtes sur un 8 ou si vous partagez mon 7,5 ou un 7. Un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve pour Clash in Italy le 31 mai. Prenez soin de vous.